la bienvenue dans cet établissement, donc dans cette université. Le doyen avait rappelé à l'instant qu'il s'agissait d'une faculté de droit, d'économie et de gestion assurée, puisque les trois domaines constituent les grands secteurs d'enseignement et de recherche de notre établissement. Mais je pense que c'est bien le droit qui est au cœur de l'Université d'Orléans. L'Université d'Orléans, comme d'autres universités de province, a une histoire un peu tourmentée, puisque cette université a vu son existence brusquement interrompue en 1793 avant de renaître progressivement dans le cours des années 60. Mais finalement, oublions cette parenthèse, si longue soit-elle. L'Université d'Orléans, elle a aujourd'hui plus de 700 ans, puisque sa création remonte à 4 bulles pontificales, donc de Clément V en 1306. Et l'Université d'Orléans de cette époque, bien sûr, c'est le droit qui en constitue le domaine essentiel. Et on le sait, c'est pour faire référence à ce passé prestigieux que le nom de doctrine a été donné au centre de recherche de cette faculté. Alors, il existe plusieurs façons de distinguer les juristes, notamment de droit public, en fonction de leurs caractéristiques purement professionnelles, selon qu'il s'agit d'universitaires, de magistrats, d'avocats et aussi de juristes présents dans les collectivités territoriales et l'administration de l'État. Il y a aussi une autre façon qu'on pourra trouver peut-être plus plaisante de distinguer au sein des juristes de droit public, c'est l'âge. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont entrepris l'étude de droit administratif à l'époque. Qui a été plaisamment décrite par Jean Rivero dans son incisif article sur le bureau au Palais Royal. Et je fais partie de cette génération. Et même si le droit et le contentieux administratif de ce temps ont pu susciter un véritable plaisir intellectuel, au point même de susciter des vocations universitaires, il faut tout de même reconnaître que c'est avec une majestueuse lenteur que la justice administrative évoluait à cette époque pour l'essentiel, et il n'est pas sûr que les justiciables et leurs conseils y aient trouvé compte. Un aggiornamento était donc indispensable pour que la juridiction administrative réponde aux enjeux de son temps. Et donc heureux ceux qui aujourd'hui peuvent apprendre le droit administratif dans un contexte qui a été profondément renouvelé. Il y a eu bien sûr la loi du 31 décembre 1987 réformant l'organisation de la juridiction administrative, celle du 30 juin 2000, qui a fait du juge administratif des référés un véritable juge de l'urgence, et chronologiquement, entre les deux, la loi du 8 février 1995 attribuant au juge administratif un pouvoir d'injonction, loi qui marque une étape décisive, donc, et une véritable césure dans l'histoire de la juridiction administrative et du contentieux administratif français. Alors, première observation, mais évidemment, on ne s'y attardera pas, cette loi du 8 février 1995 remet en cause une jurisprudence séculaire qui interdisait au juge administratif l'exercice de tout commandement à l'encontre des personnes morales de droit public, et ce, alors même que, au temps bien lointain de la justice dite retenue, le Conseil d'État s'était engagé en sens contraire. Mais surtout, bien sûr, la loi du 8 février 1995 a incontestablement donné à la justice administrative son véritable visage. L'injonction contribue en effet à renforcer l'effectivité des décisions au stade même du jugement, d'une part, et puis après constat de l'inexécution éventuelle de ces décisions, d'autre part. Ce second aspect n'est pas négligeable. Et on en voit
tout l'intérêt lorsque, encore tout récemment, le Conseil d'État a fait évoluer les pouvoirs du juge de l'exécution pour lui permettre, en l'espèce, de faire perdurer le contrat lorsque l'acte détachable annulé se rapporte à un contrat de droit privé. Mais, comme l'a fait remarquer l'organisateur même de ce colloque, c'est-à-dire le professeur Blanco, dans sa thèse, je le cite, « Le véritable apport de la loi de 1995 réside dans le pouvoir d'injonction préventif exercé concomitamment à une décision juridictionnelle principale dont il a vocation à tirer les effets. » Tandis que, en effet, les injonctions a posteriori, moins novatrices, s'inscrivent dans le prolongement de la loi du 16 juillet 1980, permettant au juge de régler les difficultés d'exécution de la chose jugée. Alors, exercer de manière ex ante, le pouvoir d'injonction préventif permet en particulier au juge de se projeter directement sur les implications de son jugement, prolongeant ainsi sa mission première par la prise en compte immédiate du souci d'exécution. La tâche n'est pas nécessairement aisée pour le juge. Le travail contentieux s'est incontestablement complexifié à cette occasion. Comme le montre par exemple, mais il y en aurait bien d'autres, mais souffrez que je cite cet exemple compte tenu de mon tropisme universitaire, le contentieux des décisions de préemption, lorsqu'il s'agit de tirer les conséquences d'une annulation affectant en réalité 3 personnes, l'autorité administrative, le vendeur et l'acquéreur évincé. La loi du 8 février 1995 a également modifié en profondeur les relations du juge administratif et de l'administration. Le juge administratif entend fournir à la personne publique concernée une sorte de mode d'emploi nécessaire pour se conformer aux exigences de la chose jugée. On voit bien par là que le juge n'est pas ou n'est plus seulement censeur, il se veut thérapeute. Dans ces conditions, cette mutation emporte des conséquences qui vont au-delà des seuls rapports entre le juge et l'administration et qui génèrent une forme de subjectivisation du contentieux de la légalité par une protection juridictionnelle accrue des justiciables. Et si la juridiction administrative se veut aujourd'hui davantage protectrice des droits subjectifs des administrés, selon une perspective qui n'est d'ailleurs pas seulement nationale, mais bien évidemment européenne, on comprend que l'on puisse s'interroger sur la pertinence de la distinction traditionnelle des contentieux. La loi du 8 février 1995 a sans doute marqué tout à la fois un aboutissement et un point de départ, consacrant dans toute sa portée, donc après l'introduction par la loi précitée du 16 juillet 1980 de l'astreinte et l'attribution importante de ses prérogatives au profit du juge précontractuel, le pouvoir de prononcer des injonctions en exécution de donc la loi du 8 février 1995 a également ouvert la voie à des évolutions qui n'étaient sans doute guère perceptibles au moment de son adoption. Et bien sûr, rien n'est véritablement achevé en matière de contentieux administratif. La loi du 8 février 1995 a en effet connu d'importants développements, d'importants prolongements dans la jurisprudence et dans les textes à travers une diversification des sources et des manifestations du pouvoir d'injonction et l'utilisation audacieuse par le Conseil d'État, en dehors du cadre législatif initial, de techniques très proches d'un authentique pouvoir d'injonction. Et l'une des dernières manifestations, peut-être, de ce dynamisme jurisprudentiel est une affaire à vrai dire assez consternante, de malfaçon affectant la rédaction d'un décret réglementant la publicité extérieure, les enseignes et les préenseignes. Non seulement le juge a corrigé le texte sous couvert d'interprétation plutôt que de l'annuler, mais il a invité fermement dans le dispositif de sa décision le gouvernement à procéder à la publication au journal officiel d'un extrait de la décision dans le délai d'1 mois à compter de sa réception. Et comme l'a écrit l'annotateur de cette décision dans la JDA, annotateur qui n'est autre à nouveau que l'organisateur de ce colloque, je le cite, « Il s'agit bien d'une incitation à tonalité injonctive ». Donc, notre colloque se propose de fêter, de célébrer le 20e anniversaire d'une loi qui, à la fois, a répondu aux nouvelles attentes du
corps social, mais qui n'est pas sans incidence sur la figure du juge et la physionomie d'ensemble de la juridiction administrative. Alors, au cours de cette matinée, notre colloque sera l'occasion d'une confrontation de regards croisés qui émanent d'universitaires, de représentants de la juridiction administrative et de l'administration, ainsi que de praticiens du droit, autour de communications orales et de débats qui feront tout à la fois appel à l'expérience du terrain, à la réflexion théorique, à l'histoire et à la comparaison des droits. Une table ronde consacrée à la question de l'évolution des rapports entre le juge administratif, l'administration et les citoyens clôturera la matinée. Et en ce qui concerne l'après-midi, donc après cette présentation du bilan de la loi de 1995, cet après-midi sera consacré donc à des questions plus prospectives autour de l'application du pouvoir d'injonction. En tout cas, permettez-moi de vous dire à nouveau le plaisir de vous accueillir dans cet établissement et de souhaiter naturellement que ce colloque se déroule dans les meilleures conditions. Je vous remercie.